Oh, j'ai commencé le premier voyage, c'était à 12 ans et demi, 13 ans. Premier voyage, j'avais 50 francs en poche. Je suis allé à Arcachon, j'ai travaillé, j'ai été rencontrer des gens. J'étais aussi chez des gens qui étaient à Châteauroux aussi, où je suis resté un peu chez eux. Puis après, quand je me sentais trop boulé, alors j'allais ailleurs. Puis ça se passait comme ça. Après, je suis revenu de 3 mois. Après, je suis reparti, j'avais ça dans le sang. Maintenant, c'était parti à fond. Puis en partant, bon, bah justement, j'étais obligé de provoquer autre chose. Avec tout ce que je connaissais. Et aussi avec tout ce que j'avais envie de... Avec ma mythomanie à moi. Moi, j'ai jamais fait de fugue, je suis toujours parti en disant pourquoi j'allais. On ne pouvait pas me retenir. J'étais en liberté surveillée, je l'ai même dit au juge, qui s'appelait Rège. Il m'avait donné le Caporal épinglé à lire. Je dis, on m'a jamais appris à lire assez pour pouvoir m'intéresser à un livre sans images. J'avais pas un mauvais fond. Mais quel juge? Tu dis un juge, pourquoi? Un juge pour les enfants. Non, mais pourquoi? Puisqu'il n'y avait pas de poursuite, puisqu'il n'y avait Non, pas il n'y a pas de poursuite, mais j'avais fait quelques petites conneries avant. Enfin, disons que je trempais dans des petits coups comme ça. Normal, l'ennui. C'est l'ennui qui justifie tout ça. Je crois, oui. Je crois. C'est l'ennui et l'envie de parler, le besoin de parler, l'envie de pas avoir à prouver des choses. Je m'arrêtais ce jour-là devant la terrasse du Tournou, car j'avais devant moi 2 spécimens exemplaires de notre époque. Des pieds à la tête, c'était le Bitnik et le Minet. Jacques, c'est toujours 40 balles ton rouge? Comment? Du sucre? Pas d'hydrate de carbone? C'est mauvais pour la ligne. Au bout d'un moment, mon Minet partit dans la direction du drugstore. À son tour, le Bitnik s'en alla. Sur les routes de France et de Navarre. Plus probablement vers la Contrescarpe ou la Huchette. Et moi-même, je m'en fus, comme chaque après-midi, acheter le Monde. J'ai fait des plages, des saisons de plage, j'ai fait un peu de tout, quoi. Je suis arrivé jusqu'à faire représentant, vendu des espèces d'écrans qu'on mettait devant la télévision pour que ça paraisse, pour que l'écran devienne plus large. Et c'était vendu aussi des petits machins dans les cafés pour sur les téléphones, des petits appareils où on mettait pour écrire les messages. Puis après on tirait le machin. C'était à Paris, ça. Enfin, il y avait un peu de tout ça. On mangeait, enfin, bon, c'était comme ça. Il fallait toujours redire les mêmes choses, quoi. C'est pour les aveugles. Voilà, cette année, ils ont fait des brosses. Et à la fin, c'est toujours avec le même d'une tristesse. Bon, puis à force d'avoir des porcs qui se claquent. Puis le cinéma autour, parce qu'il faut manger. Et on peut manger quand on a vendu assez. Je ne vous dérange pas? Non. Entrez. C'est ouvert. Qu'est-ce que vous voulez? Oh. Rien. Je suis. Asseyez-vous. Je représente la marque Vendetta Tambour. On voit que ça partout. C'est modèle entièrement automatique. Super automatique, si je peux m'exprimer ainsi. Encombrement minimum.
La 008 est à axes horizontaux portés sur 2 paliers. Chose nouvelle, le lavage est à inversion automatique, ce qui augmente de 50%, et c'est logique, réfléchissez, l'efficacité de la machine. L'encombrement de la 008 est minimum 46 81 60. Qui dit mieux sur toute la place de Paris. Aucune machine en Europe n'a un encombrement aussi peu important. La 008, c'est vedette à tambour. Ce moteur est à 2 vitesses, biphasé. C'est pas fait, vous avez du 220 dans la région, là, parce que 110, hop, 220, vous changez de maison. Facile. Encombrement minimum. Vous n'êtes pas voyageur de commerce. Comment? Oh. La 008, enfin, si. Mais la 008 comporte 3 sélections possibles. Une au lieu de 2, si vous vous souvenez de la 007. La 007, c'est 2 sélections. Mais vous n'êtes pas voyageur de commerce. Ah, mais si, madame. Ah, mais si, j'ai ma carte. Si. J'ai ma carte. Non. Une carte qui est donnée par la préfecture de police. Je ne suis pas... Non. Oh. Ah, mais... Ah. Mais, madame, c'est... Non. Oh. Voilà. Non. Si. Il y a beaucoup de films qui ont découlé d'une certaine expérience comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, Nathalie Granger, tu joues un représentant. Oui. Et ça, elle s'en est servie, Marguerite Duras. De ton Elle s'en est expérience. servie. Au départ, elle voulait... Elle me dit... J'aimerais faire un clown de la société économique. Alors je lui dis, un représentant, un clown de la société économique, quelqu'un qui fait du porte-à-porte et qui vend des trousseaux aux gens qui forcent à signer parce que qui va en plus chez des gens sur lesquels il aura une certaine influence. Une mère au foyer, par exemple, lui s'amène avec sa cravate, on refile un trousseau, la pauvre malheureuse, elle sait pas ce qu'elle a signé, elle se retrouve à payer des traites pendant des années et des années pour une espèce de linge qui reste pas. Je dis ça, des clowns comme ça, non, c'est des criminels. Et il faut le jouer en criminel. Et quand il arrive à se déconnecter complètement sur la 007, c'est parce que pour la première fois, il est tombé sur 2 femmes qui écoutaient. Alors il n'a pas pu parler, alors il a commencé à partir et à faire entendre le silence aussi. Et c'est ça. Là, effectivement, je m'en suis servi aussi parce que quand on fait du porte-à-porte et qu'on dit dames, les aveugles, savonnette, brosse ou machin, et redire toujours la même chose, siffler toujours le même air, c'est terrible. Quand j'étais jeune et là-bas, dans la ville, à Châteauroux, et j'allais au cinéma, puis ça me faisait toujours une émotion de rentrer dans une salle noire, de voir cette petite toile blanche, et puis de voir des gens, des montagnes derrière, des aventures. Et comme dans la vie de tous les jours, bon, puis ça, je rêvais avec, ça marquait aussi. Puis malgré tout, on imite, on fait un peu ce qu'on voit, ce qu'on rêve. Quand je travaillais aussi en imprimerie, dans l'imprimerie, le bruit de la machine me faisait faire de la musique. Et en recevant mes petits paquets de feuilles, ça, le même geste, et je partais dans un rêve très long, je voyais tout très bien, quoi.
Et c'est peut-être ça surtout qui a commencé à... Alors après, bon, je suis parti. Et puis j'ai commencé à dire, quand on me demandait ce que je faisais, je me disais, raconter que j'étais étudiant en théâtre, puis je savais pas tellement quoi trop bien raconter. Je répondais par oui ou par non quand les gens connaissaient bien. Et puis là, je me plantais carrément, mais enfin, avec un sourire. Tout. Et puis tout a commencé comme ça. On a commencé à déchiffrer les Caligula. Après, on a déchiffré un poème. Après, j'ai déchiffré Pyrrhus, enfin Andromaque. C'était vraiment tout neuf pour moi. Et je savais pas du tout si c'était du lard ou du cochon, ce qu'on me demandait de faire. Parce qu'il y avait des mots que je comprenais pas du tout. Quand, sur Néron, que dis-je, aimais, j'idolâtre Junie, moi je croyais que Junie jaillissait de l'âtre, du feu. Ça doit être un amour terrible. S'il la voit sortir du feu et le prendre, alors voilà, je pensais à ça, quoi. Finalement, c'était pas loin de la réalité. Tu l'as connu, il avait quel âge, Gérard? Il avait, je crois, 16 ans. Il avait déjà commencé le théâtre? Vaguement, vaguement. Il disait qu'il faisait du théâtre, il était dans un cours. Oui, comme c'est comme ça qu'on s'est connus. Mais enfin, je veux dire que j'ai tout de suite été interloquée. Parce qu'il avait une manière à lui. Faut que je lui raconte quelque chose parce que c'était au cours. Et il a passé une scène de Caligula. Ils sont arrivés avec 2 copains à lui. Ils avaient plutôt l'air de loulous de banlieue, de casseurs, que d'apprentis comédiens. Ils ont passé une scène et à un moment donné, Gérard était tellement, bon, tu sais comment il est, ému, une force de la nature et tout. Il prend son copain, il le pousse sur la chaise et la chaise s'écroule tellement il était avec moi. Et puis toute la scène s'est passée comme ça. Mais c'était insensé parce qu'il ne comprenait peut-être pas tout ce qu'il disait, mais il y avait une telle énergie, une telle force, tu vois. Moi, j'avais jamais vu ça. Jamais. Jamais. On m'avait parlé de Gérard et il jouait à ce moment-là une pièce à la Gaîté Montparnasse à minuit. Et je suis allé le voir et je l'ai trouvé très mauvais. Mais je me suis dit quand même, je ne vais pas être dégueulasse, je vais quand même le voir dans sa loge. Et on est sorti dans la rue et on est allé au bistrot, il a commencé à parler et ce qui ne s'était pas passé sur la scène s'est complètement passé là, dans la rue et au bistrot. Et je lui ai fait faire un essai avec d'autres acteurs et en l'occurrence c'était une espèce de séance de pêche à la ligne. Et alors tout d'un coup, il s'est mis à exister avec une telle intensité, avec cette canne à pêche qu'il inventait, qui n'existait pas. Et puis tout d'un coup, c'était un pêcheur à la ligne, et en même temps, je sais pas, il y avait toute l'angoisse du monde contemporain, il y avait une sexualité fabuleuse, il y avait la folie, il y avait le désespoir, il y avait la vitalité. C'était une espèce de miracle vivant. Alors je l'ai engagé immédiatement. Pourquoi tu travailles ça? J'avais envie de me promener. Un peu tard. Pourquoi? Ça devrait être au lit. L'air frais va pas le tuer. T'aurais dû faire ça plus tôt. J'ai pas trouvé le temps, pourquoi tu l'as pas fait toi-même? C'est ton boulot! Quand est-ce que je te vois? Je ferai un tour. Quand? Je sais pas. Quand à peu près? Plus tard. Je vais chercher quelque chose à manger? Non. Ça me dérange pas, tu sais. Il y aura tout préparé chez la vieille. J'ai de belles côtelettes. Tant pis. Bon. Mais pense-y. Il n'y a personne pour le moment, je me suis débarrassé d'eux. Fallait le dire. Quand alors? Je viendrai. Sûr? Ouais. Dis-le si tu viens pas. J'y serai. Ça veut dire que non. Comme tu veux. Pourquoi que tu le dis pas? Allez, on y va les mecs. C'est pas marrant d'attendre toute la nuit pour rien. Très souvent, il me racontait des histoires de ses frères. Par exemple, il avait un frère qui était très affabulateur, qui tout d'un coup l'arrêtait sur un chemin en lui disant là, il ne faut pas passer le coin de ce bois parce qu'il y a des rhinocéros. Et il m'a dit à ce moment-là, les rhinocéros existaient vraiment dans la campagne de Châteauroux. Et c'est sur ce genre de réalité-là qu'on travaille avec Gérard. Et il a en lui un monde complètement fabuleux, un monde complètement
instinctif qui lui permet d'accéder immédiatement à l'intelligence. Quand je dis immédiatement, c'est-à-dire sans du tout le média de la culture ni de l'instruction. Il comprend tout de suite et par instinct, ce qui fait qu'il le comprend aussi avec le corps. Et que chez lui, c'est d'ailleurs très intéressant parce que c'est un homme pratique et vivant et qui réalise des tas de choses extrêmement intelligente, c'est-à-dire que chez lui, il n'y a aucune séparation entre l'esprit et le corps, qui est une espèce d'idée qui a fait des tas de dégâts et beaucoup de mal pendant des siècles, en fait. Et lui est une évidente démonstration de ce que donne la beauté d'un être vivant quand il n'y a aucune séparation entre l'esprit et le corps et qu'on est intelligent sans être intellectuel. N'avez-vous pas remarqué que tout est devenu brusquement ridicule quand nous avons parlé de rognons flambés ? Non, pas brusquement, plutôt à mesure que nous évoquions les rognons flambés, rognons flambés, rognons flambés, rognons flambés. Et avez-vous remarqué pourquoi, avec les rognons flambés, tout devenait peu à peu atrocement ridicule ? Parlez. Parce que nous parlions de quelque chose qui n'était pas visible, parce que nous évoquions quelque chose qui n'était pas là. Et savez-vous comment je l'ai remarqué ? Parlez. Quand vous avez fait ce geste de la main il y a 2 minutes... Il y a 2 minutes de ça ? Peut-être plus. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire ? Et quand j'ai fait ce geste de la main... Quand vous avez fait ce geste de la main, j'ai brusquement été frappé par les bagues que vous portez au doigt. Et j'ai pensé en moi-même, des bagues. Tiens, des bagues. Vraiment. Des bagues. Puis, j'ai regardé à nouveau les bagues, et comme ce que je pensais coïncidait parfaitement avec ce que je voyais, je me suis senti un instant si heureux que je n'ai pu faire autrement que de vous mettre la boîte de cigares dans la main. Et là, j'ai senti combien je m'étais trouvé ridicule à parler tout ce temps de rognons flambés. Pendant que j'en parlais, je n'étais plus moi-même. Mes cheveux se hérissaient sur ma nuque. Et quand j'ai vu les bagues, que j'ai pensé des bagues, et que j'ai ensuite jeté un deuxième regard sur les bagues, j'ai eu l'impression d'être redevenu moi-même. Moi, je croyais que vous me tendiez la boîte de votre plein gré. Vous me comprenez? Ça, tu m'as dit que c'était une époque avant d'arriver au théâtre où tu parlais pas aux gens, où les gens t'écoutaient pas. Ah non, je parlais pas du tout, non. Oui, c'est ça, je parlais pas parce que j'étais trop... je sais pas, j'avais un petit blocage de la parole, j'étais trop ému. Et ça se manifestait généralement par des choses physiques, quoi. Il fallait que je bouscule ou que... voilà. Et Elisabeth m'a connu quand je parlais pas. Maintenant, ça a bien changé, bien changé. Puis tout s'est débloqué avec Musset. Quand la première fois j'ai entendu des textes de Musset, j'avais vraiment envie de les dire. Je croyais qu'il vivait encore tellement. C'était tellement... il me parlait. Voilà. Alors j'ai demandé où il habitait. On m'a dit au Père-Lachaise. Puis j'y suis allé, mais je savais pas que c'était un cimetière. Puis alors j'ai vu sa tombe avec son saule dessus. Puis quand même, ça me suffisait, c'était bien. J'avais vu Musset autre chose que sur une caractère d'imprimerie que j'avais vu. Sur une pierre tombale. Et puis ma foi, comme à cette époque-là, j'aimais bien les morts, ben, ça encore, ça m'a parlé encore. Donc le théâtre, c'est un moyen de parler aux autres ou de se faire écouter des autres. Ben, Qu'est-ce qui est plus important, se faire écouter ou parler? Parce que tu peux parler tout seul. Oui, mais je parlais tout seul avant, justement. Mais quand... c'est pour ça que je pouvais plus parler. C'est qu'à force de parler tout seul, quand tu te trouves devant quelqu'un, ce que tu dis est trop fort pour qu'il t'écoute. Quand tu demandes, par exemple, à force de parler tout seul, et quand tu es dans une ville où il y a personne, où tu connais personne et que tu as la fièvre, parce que la route et les angoisses, la pluie, le soir qui tombe. Quand tu demandes un renseignement, comme aussi bête que la gare, par exemple, la gare, si tu le demandes avec une telle violence, qu'on te dit, qu'on te crache, c'est là-bas.
Parce que tu ne peux dire que ça. Alors s'il fallait, c'est que pourquoi je ne pouvais pas arriver à parler, c'est parce que pour la première fois, j'avais le sentiment que des gens m'écoutaient. Alors après, j'ai compris que en apprenant les mots que je pouvais apprendre pour avoir le sentiment de parler, eh ben, on m'écoutait d'une autre façon. Et comment ils ont pris tes parents, ce milieu, le fait que tu deviennes acteur? Comment ils ont découvert ça? Ils l'ont pas su. Ils ne savaient pas d'abord ce que c'était. Je pense pas que c'était... Ils ne me croyaient pas, bien entendu. Ils m'ont cru un jour quand la Lillette a ouvert le poste à midi. Et ils ont vu que je balançais un seau d'eau sur la tête à Tizot. C'était dans Boudu sauver des eaux, je sais pas quoi. On avait fait un petit truc pour le théâtre. Et puis c'est passé. Oh, c'est le Gérard, ils ont dit. Et puis c'est comme ça qu'ils ont vu que je faisais ça. Alors ils disent jamais que j'ai du talent, ça. Elle dit jamais j'ai du talent. Non, il a du culot quand même. C'est bien. J'ai du pot. Il connaissait le cinéma? Je veux dire, ton père était allé Mon au père cinéma? n'avait jamais été au cinéma. Mon père est allé au cinéma la première fois. Il a été voir les valseuses avec son vélo un dimanche après-midi à l'Apollo. Au cinéma, il y a toujours des... Et il a vu les valseuses comme ça, puis ça lui a plu énormément. Enfin, ça ne lui a pas plu, il s'est bien marré, il n'a rien dit à personne, c'est tout. Il t'en a jamais parlé? Après, si, il m'a dit j'étais là, mais il ne parle pas. Non, il m'a pas dit, c'est très bien. Impeccable. C'est du tonnerre. Viens, ma chérie, viens. Ursula, tu as entouré lui. Ursula, depuis des mois dans la chaleur torride, je pense à toi. Tu m'appelles pas Ursula. Comment tu t'appelles? Suzanne. T'as quel âge? Je sais pas. T'as des enfants? Non. Pourquoi? Je sais pas. Oh, Ursula. À moi. Il a une manière de faire son métier qui est insensée et que je trouve extraordinaire. Parce que je les connais. Bon, je veux dire, tu vois, j'ai quand même été pendant 5 ans dans le métier, je sais comment les autres le font. Et je vois comment il le fait, lui. Et ça m'intéresse parce que ça va dans le sens que je veux, moi. Tu comprends? Alors, cette manière insensée, c'est quoi? Bah, c'est-à-dire que... Tu connais Auguste Comte? Bon. Il fait démarrer son manuel de psychologie expérimentale en disant on ne peut pas être à la fenêtre et se regarder passer dans la rue. Bah, Gérard, il peut. Voilà. Et c'est ce que devrait faire un comédien, tu vois. Moi, je crois que c'est le propre du comédien. Mais ou bien eux, ils se regardent trop passer dans la rue, tu vois, et ils oublient d'y être, ou bien c'est le contraire. Et ils se perdent dans la rue. C'est l'un ou l'autre. Alors que lui, c'est vraiment la corde raide tout le temps, tu vois. Il échappe pas, d'ailleurs. Bon, de temps en temps, il tombe. C'est quoi? Mais quand j'aime il ce tombe? travail d'équilibriste.
La chute, c'est quoi? Tu dis de temps La en chute, temps, c'est quand tombe. il reste dans la rue. C'est quand il oublie de se regarder. Voilà. J'aime bien. Il y en a beaucoup qui m'intéressent. Mais chez Gérard, ça m'intéresse tout particulièrement parce qu'il frôle l'interdit de plus près. Voilà. Et l'interdit m'intéresse. L'interdit, c'est-à-dire? L'interdit, bon, tu sais ce que ça veut dire. Non, mais sur lui, spécifiquement, c'est quoi l'interdit? C'est-à-dire qu'il est toujours à la limite, à la frontière, il est en marge, il va très loin, hein. Il va très loin dans le... Je crois que c'est lui qui va le plus loin. Je crois que le point culminant a été atteint avec le film de Ferreri. Parce qu'alors là, vraiment, je crois qu'il a touché l'extrême limite. Que plus loin, c'était trop loin. C'est tout. C'était le bord de la folie. C'était le... Oui. Il y a eu des points comme ça pendant les 7 morts sur ordonnance aussi. Il y a eu des petites... Mais vraiment, dans le Ferreri, c'était très flagrant. Hein. Et je crois que c'est là où il s'est dit, si je ne prends pas de recul par rapport à ces moments-là, je m'en sors pas. Alors, madame, il faut que vous sachiez que votre mari était pris hier au cercle. Oh. Vous êtes fou? Complètement. Pourtant, j'aimais pas beaucoup Gérard Depardieu. Quand je l'ai vu dans les films, je ne savais pas si c'était bien ou mauvais. Après, je l'ai vu un jour dans la rue, pendant que j'ai pensé à mon film, La dernière femme. Alors, j'ai décidé que c'était les personnages de mon film. Je l'ai choisi pourquoi il est très grand. Je l'appelle la bête, pas comme ça pour rire, mais pourquoi il est très grand et il semble très forte, au contraire, c'est très sensible. Et en contraire, il est très sensible et très facile à être blessé. Alors j'ai pensé qu'il répondait à mon personnage. J'ai fait bien, pourquoi sans lui, je ne pouvais pas faire le film que j'ai fait. Les racines. Les racines, ben oui, c'est vrai, je suis en train de les reprendre, ou de les ressentir, ou de les laisser pousser. Je laisse pousser mes racines. Les longues racines. Parce que j'ai l'impression que j'en ai des sérieuses et qu'il faut du temps pour s'en rendre compte aussi. Le seul luxe que j'ai, c'est de m'en apercevoir. Et je crois que je suis vraiment un paysan. Je ne le crois pas parce que j'aime simplement la terre, mais j'aime ce qui sort de la terre, j'aime tout. Et le travail de la terre, enfin le travail du paysan, j'en parle pas, comment dire, légèrement. Pour moi, c'est très... J'espère que c'est très profond. J'aime me lever avec le soleil et me coucher avec lui. J'aime pas l'électricité. J'aime bien le... Enfin, je sais pas, j'aime le corps avec la terre. Je veux dire, comment on travaille, comment on fait les bêtes, comment on prend les poules, comment on emploie son temps avec la terre et le temps qui passe et les saisons. Ça, je l'ai senti, je le sens encore de plus en plus, justement, peut-être que c'est un luxe, mais je crois vraiment que c'est héréditaire.
Je crois vraiment profondément à l'hérédité. Les racines, même si on les perd, on les a, elles sont toujours là. Il suffit de les laisser pousser. Et ça, c'est un luxe, c'est vrai. Et tu arrives à vivre à ce rythme depuis que tu es vedette? J'arrive à m'en apercevoir, d'abord. J'arrive à déclencher pour que ça pousse. Je pense que quelqu'un comme le Dédé, mon père, par exemple, qui est vraiment un paysan, est complètement en dehors de ses racines. C'est justement là le malentendu. C'est comme ça qu'il est dans son monde à lui, qu'il parle de moins en moins. Qu'il se parle à lui. Mais s'il pouvait écrire, il ferait des poèmes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui ont perdu leurs racines avec la ville, avec le travail à l'usine, les choses, la ville, et la vitesse avec laquelle on vit. Celso! Carnita! En 1900, ton personnage de paysan italien, il n'est pas gratuit, il vient de quelque chose de profond. Complètement profond. Aussi profond que vital. Et maintenant, on faudrait prendre des cours de campagne pour essayer d'avoir plus peur des animaux. On est plus capable de manger une poule. Quand j'élève des poules, quand je les vois, j'aime bien penser, j'aime bien l'idée de les manger aussi. Comme une vache, comme un cochon, par exemple, que je vais tuer aussi à la fin de l'année. Là, comme une pomme ou une cerise, une saison où on récolte, on attend, on met des choses. Je trouve ça tout à fait normal. Il y a des gens qui ont peur de tout ça. Des gens qui voudraient pas et qui ne veulent pas manger ce qu'ils ont vu avant, vivant. Une erreur. Moi, je crois à la tragédie. Je crois à Penthesilée, je crois à Achille, à l'amour, je crois. Je crois qu'on peut se manger les uns aux autres. Pas seulement quand on a faim, mais quand on a envie. J'aime pas m'arrêter dans l'amour. Quand j'aime, c'est bon de manger aussi. Mais tu ne vis pas dans une ferme. J'ai pas de ferme, mais effectivement, je reviens dans une cellule familiale où j'ai, dans un petit lieu dit dans le Berry, 4-5 maisons qui sont là depuis des générations et qui travaillent toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau, il y a l'eau du puits, encore, il n'y a pas d'eau chaude, ils n'en veulent pas, en plus. Et puis, bon, là, donc, j'ai acheté mon petit cochon, tranquille, au marché, à la foire. Et puis, je l'engraisse, puis j'irai le tuer quand il gèlera. Dai, giù là! Forza! Pronto!
Dai, dai dentro, su! Tieni sulle gambe, dai. Che va animale, eh? Lo so, lo se posso mettere. Via, via, siamo... Porco che mano, ragazzi! Tic-tac e via! Ce ne sono pochi che ammazzano bene come il mio papà. Dai, che ti scavi. Mais t'as pas eu besoin d'apprendre pour le film, t'as pas eu besoin d'apprendre pour 1900. Si, quand même, parce que là, j'ai retrouvé, disons. J'ai retrouvé le... Parce que pour 1900, comme je disais, chaque pays a sa coutume, quoi. C'est pas du tout les mêmes... Comme il le tue, par exemple, eux, à l'époque où il le tuait, dans le film, c'est-à-dire en 1930, par là, ils avaient une espèce d'anneau, comme une alliance, avec un pic long comme ça, qui rentrait dans le cœur. Et voilà, il tremblait, il faisait trembler le cœur, un dernier sursaut. Le cochon rendait l'âme. Puis moi, je découpais. Je le rasais, là, je le découpais. Io sto dappertutto dove capita. Parce qu'il y a différentes façons. Dans chaque pays, il y a sa tradition pour le cochon. À Parme, par exemple, quand j'en ai tué dans le Bertolucci, j'en ai tué 5. Les cochons disparaissaient au fur et à mesure. Tous les techniciens se tiraient avec un fouet, avec un fouet de cochon. Je le découpais. Eux, ils ont des tripes, par exemple, ils s'en servent pas pareil que chez nous. Ils se servent toute la tripe pour faire la peau du culatello. Tout ça, j'ai fait des culatello, j'ai fait des jambons aussi. Là, c'est une autre façon, une autre forme, parce que comme le jambon de Parme sèche dans les montagnes, un tout petit peu plus haut que Parme, quoi, vers 1300 mètres, à une demi-heure de Parme. Là, nous, dans le Berry, on le fait avec des linges, du thym, du poivre, du sel. On le met à sécher sur les poutres en haut de la cuisine. Ça sèche encore. Et puis on fait du boudin avec le sang, tout sert. C'est une fête. C'est une fête. Quando bandiera rossa si cantava, 30 franca l'ora si ciappava. Adesso che sei cata giovinessa, se casca in terra dalla debolezza. Va là Benito, te me ciava pulito, te me cala la paga, te me crescita il vito. Va là Benito. Basta, basta con questa canzone! Basta! Te me crescita il vito. Se risentono i fascisti, ci mettono tutti in galera! Il y a une autre forme de fête, et une autre forme d'enracinement à part la terre, ce sont les enfants, je crois qu'il y a. Enfin, les enfants, oui, je chez crois toi, il y a Guillaume, il y a Julie qui ont quel âge? Ils ont 5 ans et demi et 3 ans et demi. Ça, c'est... Enfin, tous les enfants, d'ailleurs, il n'y a pas que les miens. J'aime bien la vie des enfants. Comment ils prennent les choses, la violence avec... comment ils prennent. Et les vieux aussi. Les vieux, les enfants qui attendent tout de la vie, les vieux qui attendent un moment, c'est de ne plus avoir envie de vivre pour claquer. J'en ai connu plein. J'aime beaucoup les vieux, les entendre. Et ça, je trouve ça intéressant. Enfin, intéressant, c'est pas le mot. J'aime bien, j'écoute ça. Comme les enfants, d'ailleurs. Et ça te fait pas peur, ça, la vieillesse? Pas du tout. Pas du tout. Ce qui me fait peur, justement, c'est de ne pas savoir le moment, c'est de ne pas choisir ma mort. Ce qui me fait peur, c'est de ne pas arrêter ma vie. Mais tranquillement, sans secousse. J'ai peur de ce que je décide pas. Ou de ce dont je suis pas maître. J'aime bien être surpris, à fond, complètement, comme les enfants. Parce que ça aussi, ça fait partie de l'enfance. Je veux dire, de décider d'arrêter. Un enfant, quand il joue aux cow-boys et aux Indiens, il fait ce qu'il veut. Et quand il a plus envie de jouer, il arrête. Bon, bah pour la vie, bon, c'est pareil.
Pour le métier d'acteur, c'est pareil? Ouais. Disons qu'on sent... pour moi en tout cas, c'est avec comme ça que je le justifie. Parce que c'est la seule chose qui m'intéresse. Les adultes m'ennuient profondément. J'aime pas les adultes. J'aime pas les gens qui ont un costume. Ils m'ennuient complètement, les adultes. Je les trouve ridicules. Ridicules. Ils sont laids. Ils puent. Mes hommages, mesdames. Mes respects, messieurs. Bonsoir, Mathilde. Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir, monsieur le professeur. Bonsoir. Je vous aime beaucoup, monsieur le professeur. Ah, vraiment? Bien que nous ne soyons pas toujours d'accord. Dites-moi, je ne savais pas que vous aviez été un grand-mère de cette vie. Si, dans des circonstances difficiles, enfin, qui exigeaient beaucoup de courage. C'était pendant l'occupation, je crois. Oui, j'ai fait mon devoir. C'est bien ce que je dis. Il en fallait bien un. Il va un peu loin. Eh bien, ne transpirez pas comme ça. Détendez-vous, respirez, la guerre est finie. Il y a eu des morts, d'accord, mais quand même pas les morts qui vous tracassent. Hein? Monsieur Berg. Comment? En voilà, c'est grotesque. Comment, voilà, mais j'en ai marre. J'en ai marre de vous. De votre autorité, de votre jalousie, de votre clan, de votre établissement, de votre mafia. Eh bien. Mes hommages. Non, non, j'aime les vieux, les enfants. Et les bêtes, et puis la terre. Et puis moi. Moi. Mais quand je dis moi, c'est nous, c'est... C'est la cellule. C'est la cellule, ça. Parce que moi, je suis rien sans eux. Moi, si j'avais pas Elisabeth et les enfants, je serais complètement différent. Si j'avais pas aussi tout ça, à ce métier, je serais peut-être, je sais pas. Certainement pas adulte. Certainement pas, mais j'attendrai.